C'est bon. Merci. Bon, donc, écoutez, bienvenue à tous là. Nous allons donc parler de transition numérique et d'optimisation d'entreprise avec, Jean-Yves nous rejoindra plus tard, il est un peu coincé dans les embouteillages. Merci donc à ceux qui sont venus. Pour les autres, l'enregistrement sera présent sur YouTube, donc ce n'est pas forcément grave, c'est juste uniquement du décalé. Voilà, donc nous allons commencer par présenter les intervenants. Donc les intervenants, effectivement, il y a Claude, que vous voyez devant vous. Pour ceux qui n'ont pas eu l'email, Claude est titulaire d'un DESS en administration d'entreprise, en gestion des ressources humaines. Il a fait beaucoup de stratégies d'utilisation, marketing relationnel. Il a créé, participé les premiers clubs de clientèle en France, Club Barbie, 1000 privilèges, Yves Rocher, Carnaval Ville de Nice, Club du Parlementaire européen, abonné au CAB, Manager Act Canon, etc. En tant que dirigeant d'entreprise, au cadre supérieur des différentes agences de communication. Ce qui ne vous dit pas, c'est qu'à un moment donné, il a géré l'ensemble de la communication des télévisions d'un pays africain. C'était d'ailleurs Tu étais en quel pays d'Afrique déjà, Claude? Tu étais en... Pardon? Centrafrique. Tu étais en Centrafrique et tu gérais les télévisions, les radios, en coordination avec le pouvoir local et les médias. Du groupe Havas. Du groupe Hamas, d'accord. Tu as ensuite été enseignant de l'éducation nationale. Tu as enseigné durant 20 années le droit, la gestion, le marketing, la communication. En baccalauréat et en post-bac, tu as dispensé des cours au sein de l'ISG, de l'IEV et de l'IESCOM et tu as même été employé au personnel du cabinet du Premier ministre. Tu aurais pu être magistrat, tu as été admissible à l'agrégation d'économie-gestion et bi-admissible au concours de recrutement des magistrats. Et tu as suivi un cycle préparatoire à l'ENA, CFPP, ministère des Finances. Et donc, tu es prof de droit et tu es aussi passé par la police nationale. C'est ce qui permet de faire ton profil. Alors, moi-même, je suis indépendant et entrepreneur depuis les années 2000. Donc, j'ai un bac plus 5 en informatique et management. J'ai commencé durant les années start-up et je suis spécialisé en informatique de gestion et en communication et management multiculturel dans les technologies libres, avec des interventions pour IBM, les hôpitaux de Paris, France Télécom, la Cour d'appel de Paris, Amerson. Alors, Amerson, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont quand vous allez dans toutes les grandes surfaces d'Île-de-France, que vous achetez les chèques cadeaux à l'accueil avec les babalous, etc., les hôtesses et autres, c'est eux qui gèrent ça et c'est moi qui ai fait le logiciel qu'on trouve Place des Halles, la Cergy, etc. et autres. Je me suis occupé aussi de l'informatique de ISM, qui est une grande école de Paris, qui est aussi à Paris, qui est internationale. J'ai développé des produits pour Orpi, j'ai travaillé pour le CNAP, pour beaucoup d'SS2I et pour beaucoup de PME. J'ai vécu à Dublin en Irlande et à Bangkok en Thaïlande. Donc j'ai une vision internationale de la chose. J'ai enseigné à Paris 5 et surtout j'ai fait des travaux sur la base de données, l'analyse, la modélisation de base de données qui ont été repris dans l'éducation nationale en France et dans la francophonie, et beaucoup au Maghreb. Pour ceux qui connaissent ce que c'est qu'un MCD ou une base de données, un design de base de données, j'expliquais comment le faire simplement en 8 étapes et en 10 règles. Et c'est quelque chose qui a été repris ensuite par l'enseignement depuis une vingtaine d'années. Voilà. Donc, on va parler d'informatisation de société, de développement logiciel, de technologie libre, d'un ouvrage qui va sortir bientôt, de marketing Internet et de technologie dans l'optimisation d'entreprise. Alors, il y a Monsieur Cheveux, Jean-Yves, qui est censé nous rejoindre aussi après. Alors, Jean-Yves, c'est un ami d'enfance. Ça fait plus de 30 ans que je le connais. Il avait un magasin d'informatique, il a fait de la programmation de composants de PHMetre et autres, donc qui étaient très liés à la technologie embarquée et au matériel. Et il est actuellement membre du réseau des référents cybermenaces d'IRCM, qui est rattaché à la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité. En fait, il propose des prestations d'audit de sécurité informatique et il fait aussi des formations de sécurité informatique. En fait, quand vous entendez à la radio qu'il y a un hôpital qui est attaqué, que plus rien ne fonctionne dans l'hôpital, ce sont des gens comme lui qu'on envoie pour voir ce qui se passe et essayer de réparer. Voilà. J'espère qu'il nous rejoindra bientôt et pourra aussi nous en parler parce que la cybercriminalité, la sécurité dans la société informatique aujourd'hui est un domaine qui est extrêmement important. Voilà. Bien pour cette présentation. Claude, veux-tu rajouter quelque chose sur la présentation des gens et autres?
Oui, moi je rajouterais que cette présentation a surtout comment dire, comme bienfait de pouvoir ouvrir des perspectives à des gens qui ne connaissent pas forcément ce domaine. Oui, Voilà. absolument. Absolument, absolument. Là, on rentre dans une période assez critique par rapport à l'économie. On ne va pas lancer les mauvaises nouvelles maintenant, mais je pense qu'on a tous un petit peu de sensation, là, à peu près ce qui vient, ce à quoi on nous attend. Je pense que la société d'aujourd'hui doit vraiment commencer à se préparer, à optimiser ses ressources, à diminuer ses coûts et à apprendre à faire tout seul, quand c'est possible, ce qui avant était délégué. C'est-à-dire qu'au lieu de déléguer à des grosses sociétés, des grosses structures qui coûtent très cher, on rentre dans une époque où il va falloir apprendre à faire soi-même ce qu'il est possible de faire soi-même. Il va falloir aussi passer par des réseaux d'indépendants. Donc, on va plus rentrer dans des systèmes de petits groupes modulaires de 2 ou 3 personnes qui travaillent sur tel ou tel point, plutôt que de faire appel à des offres de grosses structures qui ont des factures plus élevées. Bon, on a vu que le gouvernement a dit qu'il allait falloir payer les loyers pour les personnes qui n'ont pas pu travailler durant 2 ou 3 ans. Il va falloir rembourser les prêts d'État. Plusieurs indicateurs à droite et à gauche disent qu'on va vers peut-être des affaiblissements de PME. Bon, il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu. Hein. En toute époque de crise, il y a toujours d'opportunités. Mais on rentre dans une période où il est important, d'automatiser ce qui peut être automatisable. C'est-à-dire, il est plus possible maintenant de travailler avec de la gestion papier, des cartons, des classeurs partout. Il n'y a pas de moteur de recherche sur les cartons papier. Il n'y a pas de statistiques sur les formulaires en papier. On tue des arbres, c'est pas très écolo. Donc déjà, il va falloir arrêter de travailler avec des formulaires en papier et il va falloir faire des écrans informatiques pour compenser ça, ce qu'on appelle actuellement les ERP. Pour ceux qui vendent, qui ont des choses à vendre, il va falloir apprendre à le faire pour vendre soi-même. C'est-à-dire que maintenant, la vente, ce n'est pas uniquement les gens qui passent dans sa rue ou dans sa ville, c'est aussi sur Internet. Ça, on le sait tous, mais on le sait. Je veux dire, on a vu depuis 2 ou 3 ans une explosion des circuits courts. On a tous compris durant le Covid qu'aller s'enfermer à 800 dans une grande surface, ce n'était pas forcément une très très bonne idée. Donc beaucoup de gens maintenant veulent se faire livrer chez eux quand ils commandent tel ou tel produit. Donc il va falloir apprendre effectivement à présenter ces services et à les vendre sur Internet en ligne de manière directe. Donc, encore une fois, soit on va voir des gens qui sont très chers et on achète des solutions qui sont extrêmement coûteuses, soit on apprend à faire soi-même une boutique sur PrestaShop et sur WordPress, ou alors on va voir un indépendant qui sait monter une boutique sur WordPress, sur PrestaShop, et on se forme. Moi, je crois beaucoup en la formation, je crois beaucoup effectivement à la délégation auprès des indépendants. Je pense que la PME d'aujourd'hui, pour réagir à la conjoncture actuelle économique, doit se tourner vers les PME et non pas vers les grosses structures. Je ne suis pas certain non plus que le gouvernement soit notre allié totalement, même si actuellement, il y a encore des régions de France où le gouvernement paye 50% des projets sur la transition numérique, c'est-à-dire le changement matériel, le développement de logiciels, la création de sites Internet, la création de RP, la formation de nouvelles technologies peuvent être prises en charge à plus de 50%, enfin jusqu'à 50% par le gouvernement sur présentation de facture. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu, qui a son importance. Mais je pense, nous pensons tous qu'il est extrêmement important durant l'été vraiment d'aller se former et d'aller se préparer à ce qui peut effectivement nous attendre en 2022, 2023, 2024. La façon de faire du commerce a évolué. On ne peut plus maintenant ignorer ce qui se passe dans les hautes technologies. C'est extrêmement important et c'est de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu veux compléter un petit peu? Non, je pense que c'est assez complet. Bon, très bien. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions sur le chat ou est-ce qu'on continue de dérouler Excusez-moi, quelque chose que je voulais rajouter, j'ai oublié, oui. C'est que ces formations font appel pour beaucoup au télétravail, ce qui laisse quand même une certaine indépendance pour pouvoir travailler de loin, en fait. Oui, alors le télétravail, moi j'avais remarqué quand j'étais en Irlande, j'ai bossé notamment pour des grosses sociétés hollandaises, style Fonda et autres, qui étaient un grand ténor de l'immobilier en Hollande. Le télétravail, on était en 2007-2008, était extrêmement répandu dans ces sociétés, alors que moi j'arrivais de France et c'était quelque chose qu'on n'envisageait même pas.
On a l'habitude en France de plutôt… les gens qui sont au travail doivent être présents, on montre beaucoup d'attitude, il faut souffrir quand on est au travail, c'est assez surprenant d'ailleurs. On va dans des pays anglo-saxons, y compris la Hollande, pas forcément anglo-saxon, mais qui fait ça aussi. L'important, ce n'est pas forcément l'attitude qu'on a par rapport aux autres, l'important, c'est effectivement la productivité et le travail qui est réalisé en lui-même. Bon. Donc le télétravail, nous, on l'a découvert beaucoup en France durant le Covid, mais beaucoup de choses se font en distance. Effectivement, l'État pousse et aide à la mise en place d'outils qui permettent de manager et de travailler effectivement à distance. Alors, certains métiers, on ne peut pas. Quand on gère un garage automobile, quand on bosse dans le bâtiment, on ne va pas construire ses maisons avec un voiture à distance. Ça, c'est évident. Par contre, pour tout ce qui est travail de bureau, être chez soi durant un certain temps, et puis j'ai des amis qui travaillent à Bordeaux, qui prennent le TGV pour aller à Paris une fois tous les 15 jours, et puis ils voient leur équipe, ils se rencontrent tous une fois toutes les 2 semaines, et puis après ils repartent chez eux, ils font ce qu'il y a à faire, ils travaillent avec Skype ou les webcams et autres, et ça fonctionne très bien. On va aussi vers on va vers un rapatriement des circuits de productivité, c'est-à-dire qu'au lieu de développer, de fabriquer à distance et d'être dépendant des transports pour avoir des problèmes de pénurie, ça effectivement on rapatrie beaucoup en interne tout ce qui est productivité, création, développement. Autant tout ce qui est plus intellectuel, plus dématérialisé, on va vers une transversalisation. On va vers de l'externalisation et on va effectivement vers des ressources. Moi, je pense que les grands locaux en open space de 50, 60, 110 personnes, c'est terminé. Je veux dire, déjà, on va économiser sur les loyers, on va avoir des réunions où on se rencontre de manière régulière, et puis on va avoir des gens qui vont être plus ou moins à distance. La comptabilité, on va l'externaliser. Le management, le suivi et autres, on va utiliser des outils en ligne pour faire ça. Le développement informatique, on va avoir 1 ou 2 responsables en interne qui vont déléguer à des ressources, parfois qui seront salariés d'entreprise, mais qui seront éventuellement chez elles à travailler, et puis qui auront des objectifs dans le temps, quantitativement, qui ont demandera d'être respectés. Ce sera plutôt à eux de respecter les objectifs, plutôt que leur demander des nombres d'heures de présence, on leur demandera de respecter les objectifs. Effectivement, on s'oriente vers une naturalisation, une horizontalité des processus de travail et la mise en place à distance de tout ça. La transition numérique. Est-ce qu'il y a des questions? Jean-Yves est encore dans ses embouteillages. Tu dois avoir une sécurité informatique quelque part, une urgence et autres. Tu as des rôles, toi? Écoute, je propose qu'on commence à parler éventuellement des… je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, donc on va parler des formations, éventuellement des formations que l'on propose. Alors, sur ce blog que nous avons lancé il y a quelque temps, on propose un certain nombre de choses. On propose donc des articles, des formations. Déjà, pour commencer, moi, je vais dire à ceux qui en ont besoin qu'il est possible de faire du développement de WordPress et de sites Internet. C'est-à-dire que si aujourd'hui, un site Internet, c'est un peu comme une carte de visite, ça ne rapporte pas forcément de gens par lui-même, et si vous n'avez pas de carte de visite, quand vous rencontrez des gens, ça manque. Le site Internet peut être un outil, de faire connaître la société sur le web, évidemment, mais il peut être étendu, il peut contenir une boutique, il peut contenir des présentations d'offres, et il peut contenir aussi, il peut donner accès à un intranet ou un extranet, c'est-à-dire au niveau gestion, et il peut donner accès aux informations, aux data de l'entreprise et de la société. Le but étant toujours, lorsqu'on n'est pas forcément sur place ou que plusieurs personnes ne sont pas dans le même bureau, de pouvoir partager de l'information. Exemple, je me souviens, j'ai réalisé un contrat il n'y a pas très longtemps pour un groupement d'écoles, une école de musique, d'ailleurs il y avait 6 établissements. Il a fallu, durant le Covid et autres, mettre en place l'enseignement à distance. On s'est retrouvé avec des professeurs, des enseignants qui étaient chez eux, qui enseignaient depuis chez eux. Donc, il a fallu mettre en place des gestions d'agenda. On ne pouvait pas aller sur Google Calendar parce qu'il fallait se relier à la comptabilité. Il fallait que tout le monde puisse voir ce que l'autre faisait. Il fallait qu'on ait le planning de chaque personne, de chaque
discipline de chaque salle pour ceux qui étaient présents tout de même. Donc, on ne pouvait pas se reposer sur des produits gratuits ou autres, il fallait centraliser. Donc, on a fait des outils pour pouvoir booker les cours sur telle ou telle période, en collectif ou en individuel, en sur place ou en online, dans tel ou tel endroit, sur tel ou tel établissement. Et puis, on a ensuite généré la comptabilité, les PDF, les prélèvements, les transactions, les factures, les plans de cours, la communication entre personnels, la communication entre enseignants et autres, et tout part du site Internet, qui présente d'ailleurs les possibilités d'inscription et autres. Bon, ça, ce sont des outils qui sont aussi pris en charge par l'État, d'ailleurs, en grande partie. Ça dépend de l'endroit où est le siège social, mais sur les endroits où on est, il y a des aides pour faire ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle le développement informatique. Donc la transition numérique, l'entrée de la technologie dans la société passe aussi par le développement d'outils tels que celui-là. Alors, un signe important pour voir à quel moment on commence à avoir besoin d'un développement personnalisé, c'est très souvent, on fait un fichier Excel, on commence à mettre sur son fichier Excel les infos dont on a besoin, et le fichier Excel grossit. Et on se rend compte que le fichier Excel, il commence à peser plusieurs mégas. Et on commence à se rendre compte aussi que l'information est répétée à plusieurs endroits, qu'on ne peut pas travailler à plusieurs en même temps dessus, qu'on ne peut pas stocker de l'information. Voilà, on arrive à un problématique de base de données, et là, on transforme cette chose-là en ce qu'on appelle un logiciel, un ERP, un intranet, et on le relie effectivement à son site Internet. Donc le site web, c'est très vaste. Ça va de la plaquette de présentation d'une société jusqu'à l'outil de gestion de stock, de gestion des ventes, de mise en place de l'annualisation, des emplois du temps du personnel, tout ce qu'on appelle la gestion, en fait, l'informatique de gestion en tant que telle, des informations qu'il y a à gérer, c'est extrêmement vaste. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je pense qu'il est temps de le faire parce que si vous voulez, un site internet, un logiciel ainsi, avec moteur de recherche, statistiques et autres, il n'y a pas d'arrêt de travail, il n'y a pas de notion de bureau, il n'y a pas de notion de présentiel, et c'est relativement important au jour d'aujourd'hui, surtout lorsqu'on a des gens qui travaillent pour nous à distance, pas forcément à côté de nous, et de pouvoir garder un contact et de pouvoir les faire travailler ensemble à distance. Donc, effectivement, on propose d'aider les gens, les accompagner dans la mise en place de l'informatisation de leur société, de la réalisation de leur logiciel. On a des outils qui sont, un certain nombre qui sont cités, qui sont mis en place sur le site, et puis bon, nous on fait du sur-mesure depuis 20 ans, donc on est habitué à ça. Pour les sites web, il est évident que moi je propose des solutions personnalisées. On a chez Ikeaza, Visual Production, on a des frameworks internes, on a notre propre CMS pour les développements très sécurisés. Pour les gens qui veulent des choses plus aisées et moins coûteuses, on fait des prestations sur PrestaShop et sur WordPress. Pour les avantages, c'est que c'est plus ou moins gratuit. Pour les inconvénients, il faut s'en occuper, c'est assez peu sécurisé. On ne verra jamais le Crédit Mutuel ou Amazon aller sur des solutions de type WordPress. Par contre, pour une petite PME, pour un petit garage, pour les informations non critiques, ce sont des solutions qui sont extrêmement satisfaisantes. On ne va pas tout redévelopper non plus pour ces solutions-là, qui consistent à présenter un peu d'informations, à vendre un petit peu de choses, avoir un trafic réduit au moyen. Ce sont des solutions, je dirais, 60-70% des gens ont besoin de solutions faciles comme celle-ci, on sait s'y adapter, on sait les utiliser. Après, quand on monte en puissance, on fait de la personnalisation. Voilà. Alors, PrestaShop, après, ce sont des solutions pour vendre qui sont un peu plus robustes, un peu plus évoluées, où on gère un peu mieux les transporteurs, les frais de port, on peut travailler aussi à plusieurs dessus. Il y a plus de choses, c'est un écosystème un peu plus évolué. On peut mettre plus la main dans le cambouis aussi. À une époque, on développait des modules sur PrestaShop. On avait d'ailleurs développé des boutiques qu'on avait déposées à l'INPI et autres. C'est pareil, tout dépend de là où se situent les gens, de leur niveau de demande et autres. On peut s'adapter à ça. On peut s'adapter à ça et on peut aussi former les gens à le faire eux-mêmes et à les accompagner. Et ça, je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent « mais je ne suis pas plus bête qu'un autre ». Ils ont bien raison de le penser d'ailleurs.
Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui sur Internet, beaucoup de choses qui sont un peu jetables. Beaucoup de gens, en fait, ont besoin d'un accompagnement. Alors, il y a ceux qui veulent qu'on réalise pour eux parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis, il y a ceux qui veulent commencer à faire et qui veulent un expert à côté d'eux pour les aider à faire ponctuellement quand ils en ont besoin. Donc ça, c'est des choses qu'on fait aussi, d'où les formations actuellement qu'on propose. Hein. Il y en a, on propose tout ce que veulent les gens. Hein. Ça va du très général au très technique. Les stratégies de communication numérique. Il y a un ouvrage qui est en réalisation avec l'aspect historique là. Qu'est-ce que la communication sur Internet? Comment communiquer sur Internet? Comment aller sur le web avec, on part de la PNL, qu'est-ce que c'est la communication qu'il y avait avant, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'histoire de l'informatique, comment on crée un logo, comment on fait une charte graphique, comment on établit ses couleurs, comment on crée une personnalité sur Internet, comment on fait des flyers, des prospectus, on en déduit un site Internet. On se forme sur GIMP pour tout ce qui est bitmap, on se forme sur Inkscape pour tout ce qui est vectoriel. Et puis après, on fait un petit site WordPress et puis un peu de PrestaShop. Et puis, on regarde comment communiquer via les emails et autres, les stratégies, etc. C'est une formation qui est intéressante, qui peut se faire en 10 jours ou alors en plus réduit en 5 jours. Et puis qui amène les gens à comprendre ce qu'ils délèguent à leurs ressources lorsqu'ils encadrent une société externe de communication numérique, de com, une boîte de com, ou lorsqu'ils ont en interne, qu'ils ont une équipe de com en interne, ça peut être intéressant de se former, de comprendre un peu ce qu'ils font, ces gens, parce que ce qu'ils font aujourd'hui, il y a une raison à ce qu'ils le font. Il y a 40, 50, 60 ans, 80 ans, parfois même selon les secteurs, il y a un certain historique. On n'est pas arrivé à ça aujourd'hui d'un claquement de doigts. C'est intéressant de comprendre ce qu'ils font et comment ils le font. Et puis aussi, si on veut apprendre à le faire soi-même, écoutez, aujourd'hui, on parle à sa communauté, on parle au monde, on crée sa communauté, pardon. Donc, on communique envers le monde entier pour rassembler les gens à un endroit donné. On crée sa communauté, on la chérit, on la travaille, on lui vend ses produits qui correspondent à sa demande et on le fait sur le web. C'est la chose d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première formation. La deuxième, c'est formation en PrestaShop pour ceux qui montent en puissance, qui veulent aller faire du PrestaShop. PrestaShop, on a une expertise dessus, la version 1.6 ou la version 1.7. Donc, on peut soit réaliser la boutique, soit former les gens à mettre en place leur commerce, leur e-business sur PrestaShop, pour les accompagner. Ceux qui veulent commencer à programmer ou ceux qui veulent approfondir la programmation, on peut les aider dans la programmation PHP. Alors, PHP est un langage créé par Rasmus Lerdorf. Bon, sans dérouler mon CV, j'avais fait partie des gens qui avaient mis en place, qui avaient participé à la création de la FUP en France. J'avais créé l'OFPHP. Je faisais partie du bureau PHP irlandais, l'IPUG, ouais. Et puis le Irish PHP User Group, et ainsi que le groupe thaïlandais. Programmation, la prog, ça fait 20-30 ans que je travaille dessus. J'ai enseigné à l'université, j'ai fait des formations et autres. Je peux apprendre aux gens à programmer, je peux les perfectionner dans la programmation, suivant les versions et autres, programmation objet, utilisation de framework ou non. Rasmus disait que les frameworks, il était contre les frameworks par définition parce qu'il faut économiser les ressources. J'avais une époque où on comptait le nombre de fichiers, le nombre d'accès disques, le nombre de requêtes SQL et autres. Il faut savoir ce qu'on veut faire, utiliser des gros. Ça dépend encore du contexte. Symfony et les autres ont leurs avantages, leurs inconvénients. Bon, donc on a une formation sur la prog PHP qui peut être déclinée pour les initiations et pour les experts. Tout ceci, ça peut être hébergé pour ceux qui veulent faire de l'hébergement. On a des formations aussi sur serveur web Linux, donc administrer un serveur, gérer un serveur Internet. Aujourd'hui, on va beaucoup sur les solutions Ubuntu Server, sur Apache ou Linux. Si on veut faire un PowerMTS pour envoyer des emails, ce sont plutôt des solutions CentOS. La version 7 est peut-être encore mieux que la version qui est sortie dernièrement pour envoyer beaucoup d'emails. Pour les PMT, on est encore là-dessus. Pour tout ce qui est Internet et autres, on est sur l'Ubuntu. Ce sont des technologies qui sont assez robustes. Jean-Yves pourrait vous en parler et elles tiennent bien. D'ailleurs, on a régulièrement des informations. Tiens,
les services secrets anglais disent qu'eux, ils font tout, sur absolument tout, sur les solutions Linux. Quand on fouille un petit peu, on voit que les solutions Microsoft et autres utilisent pour les grosses choses des solutions Unix pour leurs grosses plateformes. Donc, héberger un site internet, des applications, avoir plus de liberté, plus de potentiel que sur un mutualisé, ça passe par un serveur internet sous Linux, et ça, on peut vous former, on peut vous apprendre à le faire. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de manière standard. Après, on peut aussi vous aider à aller sur WordPress, on peut aussi faire de la programmation, analyse de base de données, comment gérer MCD, on peut aller dans la programmation objet aussi. Enfin, on peut s'adapter au niveau technique que vous avez en face, mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, on soit là pour faire de l'ingénierie informatique. On est plutôt pour accompagner les PME et les entreprises à s'informatiser. Voilà. Donc ça, c'est ce que Visualis Production et IT Asia, donc moi-même, peuvent proposer aux gens dans l'optique de l'informatisation de leur société, de leur structure. Et tout ça, ça peut être complété par ce que tu proposes, toi, Claude. Alors, tu montres, tu mets actuellement en avant ce qui est basé sur la gestion des conflits, mais tu vas aussi jusqu'à la comptabilité, la gestion et le management. Vas-y. Oui, alors au départ, je suis parti effectivement sur la gestion des conflits uniquement parce que bon, les modules comptabilité, droit, etc. arriveront plus tard. Ils sont en cours d'élaboration. Certains sont avancés, d'autres moins. Donc, la gestion des conflits, pourquoi? Parce que la gestion des conflits, nous devons changer de paradigme par rapport à ce que le passé nous a apporté. Le passé nous a apporté la gestion des ressources humaines. En gros, on gère des ressources humaines comme on gère des sacs de farine. Je caricature, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est une variable d'ajustement. Si vous avez besoin de sacs en moins, ben, vous les enlevez, etc. Donc, l'évolution démontre une chose. L'évolution démontre que la notion de gestion des ressources humaines a disparu, est en train de disparaître au profit de la gestion des relations humaines. C'est-à-dire qu'on gère des relations humaines et c'est beaucoup plus important parce que ça permet d'avoir une équipe qui arrive à éliminer ces conflits et qui va travailler de concert. Toutes les Coupes du Monde ont été gagnées à partir du moment où il y avait vraiment une cohésion dans une équipe. L'intelligence mise au service d'un projet est quelque chose qui peut avoir des effets extraordinaires. Comment dire, la velléité, la non-intelligence mise à l'encontre d'un projet est destructeur. Alors, la gestion des conflits, c'est quoi? Déjà, on va déterminer que, avant de comprendre, donc c'est une formation qui se fait sur 8 heures, c'est une première formation, il y en a 2, il y a 3 formations, une plus élaborée module 2, une encore plus élaborée, module 3. Donc le module 1, c'est appréhender le conflit. Il faut savoir détecter un conflit dans une entreprise ou entre personnes, tout simplement. Détecter un conflit, c'est quand même quelque chose d'important. Comprendre le conflit, comprendre pourquoi le conflit est né, et puis gérer le conflit le mieux possible. Alors, un conflit, c'est d'abord une situation conflictuelle, un état d'opposition entre deux personnes ou entre entités, hein, parce qu'un conflit, imaginez 2 chefs de service, et moi j'ai eu l'occasion de le voir dans les entreprises, 2 chefs de service qui se détestent, eh bien vous avez un retard à l'exécution qui est important. D'autre part, il y aura des clans qui vont se former, ceux qui seront pour Jean-Paul, ceux qui seront pour Pierre. Et donc, ça va créer une dissension. Alors, généralement, un conflit, il naît par des frustrations. Ces frustrations, des émotions comme la colère, la peur, la tristesse, la rancune, le dégoût, parce que ça existe aussi. Il y a des gens qu'on ne peut pas voir. On ne sait pas pourquoi, mais qu'on ne supporte pas. Alors, on est quand même dans une société aujourd'hui où on a intérêt à collaborer avec un peu tout le monde.
pour certains, des exigences inconciliables semblent s'affronter. Les protagonistes ne sont pas disposés à faire preuve de tolérance. Une situation conflictuelle a cependant un intérêt, c'est qu'elle est toujours d'une grande utilité. Elle vous montre en fait la problématique qu'il y a à l'intérieur. Je suis convaincu que de plus en plus, les entreprises vont être amenées à recruter des gestionnaires de relations humaines. Ça commence à être le cas. Et ces gestionnaires de relations humaines devront comprendre tous les éléments qui génèrent le conflit et comment y mettre un terme. Alors, c'est effectivement la première formation, le premier module, essayer de trouver pourquoi il y a ce conflit. Le conflit peut être en réaction à une situation de désordre, du fait du manque de confiance en soi d'une personne, du fait du non-respect non-respect des règles, d'un sentiment d'injustice ou d'insécurité. C'est une appréciation souvent faussée de la situation, mais qui a une importance pour ceux qui vivent le conflit. Alors, la typologie des conflits, c'est souvent un fait générateur, mais souvent plusieurs. C'est-à-dire que quelqu'un vous regarde de travers, quelqu'un ne vous dit pas bonjour, ça se passe une fois, c'est pas très grave, ça se passe tous les jours, ça devient problématique. C'est la possibilité de valoriser des intérêts particuliers. Quelqu'un a un poste, il tient à préserver son poste et à écarter de ce poste tous les éventuels concurrents. Ça peut être aussi simplement le costume, la religion, la politique. Quelqu'un qui parle trop fort, des relations épidermiques, conflit avec soi-même. La personne reporte, en fait, c'est l'effet miroir, hein, elle reporte ce qu'elle ressent sur l'adversaire. Et il y a aussi des avantages à rester dans le conflit. Les avantages à rester dans le conflit, c'est que ça permet à certains d'asseoir leur pouvoir, de consolider leur statut, de positionner sa position de vie, de satisfaire sa soif de stimulation. Éviter la situation stressante, c'est-à-dire que quelqu'un peut sortir du conflit en évitant la situation stressante, parce que c'est mieux de fuir que d'affronter le conflit. Il y a énormément de cas comme ça. Et, comme je le disais tout à l'heure, dans un camp qui s'oppose à l'autre, il y aura toujours des alliés allant vers un camp puis l'autre. Alors, les avantages de sortir du conflit, effectivement, c'est de développer des relations authentiques, de définir de bonnes bases relationnelles, de démontrer une capacité à se remettre en question, d'être un élément moteur, d'initier le changement, d'économiser l'énergie. La situation conflictuelle coûte à tout le monde et éviter la mise en cause pénale en cas de situation de harcèlement. Parce que dans notre pays, on attend souvent que la situation dégénère et arrive à un clash pour se dire « Ah, il y avait un conflit ». Alors que tout le monde, quelque part, le savait. Tout le monde savait que M. Dupont avait des comportements déplacés. Il y a eu pas mal d'exemples aujourd'hui, avec la jeune stagiaire de son service. Et là, ça devient une situation pénale qui est dramatique pour l'entreprise. Voilà, c'est prévenir le conflit, c'est analyser tout ce qui permet de prévenir le conflit, savoir-vivre, savoir-être, respecter les temps de parole, ne pas comparer les personnes entre elles, tenir ses engagements. Pour éviter les conflits, c'est les approches factuelles, c'est-à-dire les faits, rien que les faits. L'approche émotionnelle, qui est importante. Parler de soi en disant « je », bien ça, le « je » tue. La validation de l'injonction, il faudrait que validation de supposition, est-ce possible?
ou pas accepter la réponse. Voilà en gros le premier module de gestion des conflits, qui est un module assez sommaire, mais qui peut servir aux petits patrons d'entreprise, voire à des gens qui souhaitent se former pour offrir leurs prestations à la gestion des relations humaines. Sachant qu'aujourd'hui, la gestion des ressources humaines est un domaine qui peut tout à fait passer, qui est de plus en plus en train de passer uniquement à la gestion opérationnelle, c'est-à-dire la comptabilité. La dimension humaine en entreprise est très rarement prise en compte. Quelle qualité de vie au travail? Est-ce que les gens sont heureux de travailler dans cette entreprise? Qu'est-ce qu'ils aimeraient de plus? Et ça, c'est important. C'est important d'aller leur poser des questions. Quelles sont les personnes avec qui ils s'entendent bien, d'autres avec lesquelles ils s'entendent moins bien. Et il faut arriver justement à éclairer l'environnement pour savoir qu'est-ce qui est le plus opérationnel et le plus efficient, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu prends en compte les aspects multiculturels dans ta formation? Parce que je vais faire une petite digression, mais quand j'étais en Asie, par exemple, c'est une civilisation de face et d'apparence, contrairement à la nôtre, où on est une civilisation de résolution de problèmes et de confrontation. Là-bas, on est plutôt dans une logique où on essaye d'éviter que notre partenaire, notre interlocuteur se sente inconfortable. Donc, on va éviter d'aborder les problèmes, on va les cacher. On est dans une situation où parfois les ressources ne viennent pas dire ce qu'elles n'arrivent pas à faire pour éviter justement de perdre la face ou autre, ou de montrer leurs erreurs. Elles essayent l'image, c'est on lève le tapis, on met la poussière dessous. La poussière est toujours là, mais elle ne se voit pas, donc tout le monde est content. Alors que nous, chez nous, on va aller résoudre les problèmes, se confronter dans le but de ne pas les refaire ensuite. Tu vois, c'est très occidental, ça. Donc vraiment, le multiculturalisme, surtout dans une époque où on a beaucoup de gens de diverses cultures qui travaillent ensemble, est-ce que tu prends en compte cela dans tes formations? Oui, forcément, parce que ces personnes qui raisonnent de cette façon, qui agissent de cette façon, il faut leur parler. Il faut En fait, c'est le storytelling en fait, de leur vie. C'est quel est le film de votre vie? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez aimé? Quelle est la période de travail que vous avez plus aimé? Est-ce que vous avez commis des erreurs? Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une partie individuelle, donc on fait dans le module 2, hein, parce que on peut pas. Là, pour l'instant, c'est la formation de gestionnaire de conflits et de gestionnaire des relations humaines. Oui, tu vas en plusieurs modules. Bon, là, c'est une initiation de 8 heures, hein, mais il est évident que je crois que tu es sur plusieurs jours lorsque tu vas jusqu'au bout de l'approfondissement. Ok, donc tu tiens en compte le côté multiculturel. D'ailleurs, tu as vécu en Afrique, tu es né en Afrique. Ouais. Donc, tu es toi-même multiculturel. Oui, je suis antillais en plus. Hein. Voilà. Donc, tu as accès à plusieurs cultures et tu peux comprendre, tu peux t'adapter, tu comprends les différences de comportement via une même situation en fonction de l'histoire de vie individuelle. Excuse-moi. Je t'en prie. Moi, je disais, et donc tu comprends la différence de comportement de chacun en fonction de l'histoire de vie individuelle. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement, sur le module 3, c'est-à-dire effectivement, comme tu disais, toi, pour l'informatique, tu as des gens qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça, ou que ce soit les emmerdes, un patron. Aujourd'hui, tu parles de gestion des conflits avec un patron, même en France, ça l'emmerde. C'est pas quelque chose qui... voilà, gérer les conflits entre mes salariés, je m'en fiche. Mais c'est une grave erreur. Oui. C'est une grave erreur, parce que effectivement, lui fait aussi, il glisse les poussières sous le tapis. Et puis les conflits, ils sont latents, ils sont là. Non, c'est une grave erreur parce qu'on vit dans un pays où il est quasiment impossible de licencier un salarié, il faut le dire, hein, pour une PME, surtout pour une TPE. Embaucher quelqu'un, c'est délicat, c'est difficile. Il y a très peu de retour en arrière, c'est quasiment un mariage, hein, avec tout ce qui peut venir avec en cas de divorce. Et on ne peut pas se permettre tout le temps de faire appel à des ressources humaines externes. Donc, il faut bien apprendre à le faire soi-même. Encore une fois, voici quelque chose qu'il faut apprendre à gérer soi-même. Quand vous gérez vos équipes,
quand vous avez des ressources, que vous soyez chef d'entreprise ou chef d'équipe, il faut apprendre à les gérer parce que ici, on n'est pas aux USA. Si machin ne nous plaît pas, on ne le remplace pas en un claquement de doigts. Il faut vraiment apprendre à faire monter la mayonnaise, à la faire tenir et à faire tenir les gens ensemble. D'autant plus, et tu as tout à fait raison, d'autant plus que le volume de main-d'œuvre s'amenuise terriblement. C'est-à-dire aujourd'hui, trouver des employés, ça devient vraiment problématique. Alors, depuis le Covid. Hein. Je vais nuancer. Ouais. Trouver des employés, non. Trouver des bons employés, oui. C'est toujours le même problème, si tu veux. Hein. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs le connaissent. Eux, ils ont un investissement dans leur structure, leur société, leur business avec un certain niveau d'implication. Et un jour, ils vont essayer d'engager quelqu'un pour passer le cap de l'employé. Et puis l'employé, finalement, il va avoir un niveau de performance qui va être le tiers ou la moitié de l'heure parce qu'on ne peut pas demander à un employé d'avoir le niveau d'investissement de quelqu'un qui est en train de construire sa société. Donc là, c'est le premier plafond de verre. Après, la société, la PME, commence à arriver à 20, 30, 40 personnes. Il y a encore un plafond de verre. Je crois qu'il est entre 40 et 50 employés parce que beaucoup de choses changent par rapport aux taxes, par rapport au niveau d'imposition, par rapport aux autres. Et on a aussi un souci en France c'est pour ça qu'on a très peu de success stories de personnes qui ont démarré à 2 à 3 puis qui sont arrivées ensuite dans des grosses structures comme on a un petit peu aux USA. Mais dans les contraintes que nous avons, nous, on a quand même énormément de régulations. Donc, on a énormément de contraintes de règles. On a énormément de contraintes de fisc et autres. Ton téléphone pourrait être sur silencieux, peut-être. Voilà. Parce que tu sais qu'on va reprendre tout ça après pour en faire des montages. Hein. Bon. Et puis, et donc, dans ce contexte, dans ces circonstances, voilà, la gestion des ressources humaines est extrêmement importante. Bon. Oui, mais tu as raison, tu as raison. Je pense qu'effectivement, il faut. C'est un domaine qui ne t'apparaissait pas aussi important avant, et qu'aujourd'hui, ça devient de plus important. Quand on a un employé de qualité, il faut le garder. Et puis, il faut surtout si tu arrives à créer un cercle qui l'use, c'est comme les équipes qui ont gagné le mondial, si tu veux, le mondial de foot. Bien, à ce moment-là, tu as quand même une émulation qui est portée par un homme, tu vois, qui arrive à fédérer des gens et leur faire des miracles. Et si tu as à l'intérieur de l'entreprise un chef qui est efficace, moi je me rappelle d'avoir bossé quand j'étais dans la police, je bossais avec un commissaire qui s'appelait Arzel qui était à Gennevilliers. Et tous les commissariats autour, ils n'avaient pas de résultats, etc. Arzel, il avait des résultats en permanence. Sauf qu'Arzel, tous les soirs, il était dans la rue, avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça, c'est super important. Et en plus, si tu veux, c'était le gars qui était vachement, qui venait vers toi te dire qu'est-ce que tu fais comme sport, qu'est-ce que tu aimes, il s'intéressait aux gens. Non, mais le vrai leader vit avec ses équipes. Voilà, et ça, c'est vraiment, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut recréer. Ouais, moi, j'ai appris ça quand j'étais à Dublin, en Irlande. J'ai travaillé dans une société de lutte contre le blanchiment d'argent, les solutions AML et autres. Et j'ai découvert le management à l'irlandaise tous les lundis matins. Je dis bien tous les lundis matins. Toute la société était dans une même pièce, toute la société, durant 30 à 45 minutes. Donc, il y avait plusieurs services. Bon, on était quoi? On était 120, 130 dans cette société de lutte contre la fraude financière qui s'appelait Norcom Technologies à l'époque. Et tous les lundis matins, chaque service disait ce qu'ils allaient faire durant la semaine et ce qu'ils avaient fait la semaine d'avant. Donc, ce qui veut dire que tous les lundis matins, on se voyait tous et au bout de la demi-heure, on savait ce que chaque groupe, voire chaque personne clé avait fait durant la semaine d'avant et on savait ce qu'il fallait faire durant la semaine qui venait. Bon, ce qui veut dire déjà que lorsqu'on se croisait le soir dans un pub ou les repas du midi et autres, on savait qui faisait quoi. C'est déjà pas mal. Et puis ensuite, il y avait une émulation collective et puis on gérait un esprit de groupe. C'était à l'anglo-saxonne. C'était à l'anglo-saxonne où il y a beaucoup de verticalité.
beaucoup plus d'horizontalité. Qu'on soit stagiaire ou qu'on soit sous-directeur, et ben voilà, moi j'ai eu ça à faire la semaine dernière pour la boîte, cette semaine je vais faire ça. Et tous les lundis matins, c'était le truc. On s'est dit ça il y a une semaine, voilà ce qui s'est passé. Cette semaine, il y a ça qui arrive, voilà ce qu'on va faire. Et toute l'équipe était informée. Et dedans, on était dans la même salle, hein, du stagiaire au directeur, absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Ouais, c'est une excellente méthode. Maintenant, c'est vrai que lorsque tu as c'est structuré comme ça ne peut que fonctionner. Différemment, là, tu auras des chefs de service qui auront des projets à mener. Et comme ils n'ont pas, on ne les oblige pas, si tu veux, à dire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont faire, ben, ils le gardent pour eux. Oui, bah ça c'est la rétention d'informations. Après, c'est aussi des que pièges. C'est ça qu'on voit en vu. technologie agile. Tu vois, on fait des binômes, et puis on fait bouger les binômes de par deux pour les forcer à transformer l'information et la partager. Comme ça, on ne peut pas dire. C'est le syndrome, on appelle ça le syndrome Java chez nous. Tu vois, c'est je sais, je ne dis pas, et donc j'ai le pouvoir. Mais ça, on n'en veut pas. Il faut absolument se débrouiller pour que l'information soit communiquée entre les personnes de l'équipe, de ton équipe, pour pas qu'il y ait de rétention. Donc la ressource humaine, la gestion des ressources humaines, c'est extrêmement important. On vit une époque où effectivement il y a énormément de contraintes légales, énormément de contraintes structurelles, énormément de contraintes fiscales aussi. Il faut vraiment avoir une expertise et une compétence dans le management, la gestion d'équipe, les ressources humaines de manière générale. Je sais que moi j'ai fait beaucoup de prestations de recrutement, de mise en place d'équipes, mais la gestion des conflits fait partie des solutions pour maintenir une équipe ensemble et la gérer dans le temps. Tout à fait. Ce qu'il faut maintenant, c'est effectivement transmettre cet état d'esprit au niveau des entreprises. Parce qu'il y a quelques entreprises qui se lancent, mais c'est vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Alors, tu proposes aussi, tu proposes aussi éventuellement des formations en gestion. Oui, bon, ça, j'étais prof de gestion pendant 20 ans, hein. Droit, économie, gestion. Donc, oui, mais là, je propose des formations en gestion. Mais ces formations en droit, économie, gestion sont exclusivement destinées aux patrons des PME ou aux créateurs d'entreprises, avec des tarifs assez bas. Disons qu'ils fassent, parce que je sais petit patron, hein, je sais ce que c'est quand tu démarres une entreprise, ça n'a pas une thune. Donc, c'est faire une formation en gestion, savoir comment on remplit un journal, comment on remplit comment dire, la balance, le bilan, comment on en sort un compte de résultat. Voilà, c'est amener les patrons à. Alors, la PME, c'est jusqu'à 500 employés. Hein. Ouais. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on s'est placé dans un discours qui vont aux sociétés, effectivement, de 1, 2 jusqu'à 500 employés, parce qu'après, on a des problématiques qui sont différentes. On ne va pas demander à une boîte de 2000, 3000 personnes. Ouais, même 500, généralement, ils ont un comptable. Hein. Oui, bah c'est ça, voilà. Là, par contre, eux, ils font appel beaucoup plus à des grosses structures externes. Ils sont dans une logique qui est un petit peu différente. Le fait de s'adresser à des indépendants, le fait d'apprendre à faire soi-même, c'est plus quelque chose qui est à destination de la PME au jour d'aujourd'hui. Quoique déjà, à 400, 450 personnes, tu commences à une société avec des process. Ouais, il y a du chiffre et il y a de la matière et tu as déjà un sacré service administratif. Hein, déjà, là, hein. Sur les 400, 450, tu en as au moins tu en as une bonne centaine administratifs, au minimum. Hein. Okay. Bon, moi, comptabilité, gestion, et tu faisais quoi aussi, tu m'as dit? Non, je sais plus. Marketing direct. Marketing direct. Alors, marketing direct, parle-nous un peu de ton expérience en marketing direct. Est-ce que tu peux expliquer aux gens marketing direct? Marketing direct, c'est en gros, c'est ce qui devient un petit peu le marketing numérique, en fait. Hein. Marketing direct, moi, j'ai monté des clubs de clientèle pour la ville de Nice, pour Compact, pour Barbie, le club Barbie, etc.
marketing direct, c'est lancer un produit qui peut être le club Barbie, hein, ou par exemple le club Managerax de Canon, on l'a fait, pour dire aux managers de Canon, adhérez à ce club dans lequel vous aurez des avantages. Et tout ça, ça suppose effectivement du visuel à faire, ça suppose ça suppose des mailings à envoyer, notamment sur des fichiers lourds comme ceux de Barbie. Voilà. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est aussi intéressant qu'alors. Le marketing direct, si tu veux, a des avantages, c'est que on le voit dans la formation stratégie de communication numérique, c'est-à-dire qu'il y a une grande expertise sur le tunnel de vente et le discours pour amener les gens à fonctionner. Il va avoir un inconvénient, c'est qu'il est énormément orienté B2C. C'est qu'il est énormément orienté, on va le dire, hein, particulier, petite somme. Bon, il n'est pas très B2B, il n'est pas très orienté professionnel et il se spécialise dans la micro-information qui est travaillée sur la durée de manière à présenter une offre extrêmement précise pour accompagner la personne et l'amener à faire un acte d'achat relativement petit, on va dire, même s'il est répétitif. Ouais, moi je vois par exemple, bon actuellement j'occupe des fonctions de directeur général du Fonds Global Philanthropie, ouais. Tu sais ça, et on fait du marketing direct justement sur les différents clients que nous avons. En fait, vous demandez à des gens de faire des dons, vous collectez des dons pour des secteurs et après vous reversez la partie que vous collectez sur les thématiques, donc pour l'Ukraine, pour les enfants, pour telle ou telle chose. C'est ce qu'on appelle du fundraising. C'est du fundraising, c'est de la levée de fonds pour des charities, pour des. Mais on utilise le marketing direct, c'est-à-dire la lettre personnalisée qui est envoyée. Alors ça, c'est payant à partir du moment où tu es sur un gros fichier de donateurs fidèles, mais quand tu as un fichier où les donateurs ne sont pas trop fidèles, ben tu ramasses rien du tout, quoi. Ok, qu'est-ce que tu peux proposer, toi, en ton expertise marketing direct aux gens? Je ne sais pas, là, je pense que j'ai assez proposé. Là, pour l'instant, en marketing direct, qu'est-ce que je peux leur dire comment concevoir une lettre marketing direct, les bases pour concevoir son courrier type, comment personnaliser, comment faire un mailing, voilà, parce que c'est pas maintenant tu cherches sur Google, tu as 100 tutoriels qui t'expliquent. Ouais, alors ça, on va y revenir. J'entends souvent dire mais la formation avec le contenu gratuit qui est actuellement en ligne, est-ce que la formation se justifie encore? Ben, écoutez, la réponse est évidemment oui, parce que un expert, quelqu'un qui connaît son domaine, ne sera jamais remplacé par une masse d'informations où on trouve absolument tout et n'importe quoi à la fois. Par exemple, si vous venez vous former en communication numérique ou en programmation avec moi, je vais vous dire exactement, je vais vous faire un plan et puis en quelques jours, on va dérouler, on va avancer sur ci, sur ça, pour vos besoins et autres. Tandis que si vous y allez tout seul sur Internet, vous n'allez pas savoir si ce que vous allez trouver, c'est vrai. Vous ne saurez pas quel est le niveau d'autorité de la personne qui vous parle. Et puis, je veux dire, il faut rationaliser un petit peu, quoi. Il y a trop d'informations, tue l'information. Et donc, il y a un intérêt à se faire conseiller par des experts au lieu d'accéder à un tsunami de ressources en ligne. Donc, oui, la formation a encore de beaux jours devant elle. Oui, il y a du guidage aussi. Hein. Oui, ça c'est évident. Et oui, je veux dire, les informations gratuites que tu trouves sur Internet ne te remplaceront pas avant un certain temps, jusqu'à ce qu'une intelligence artificielle vienne et en fonction de ton profil
projet de la personne et de ses besoins lui dit ce dont tu as besoin et qui fonctionne et qui est vrai, et non pas qui est aléatoire, te situe ici, 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 et par rapport à ton rythme d'évolution, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est le formateur n'est pas prêt à être remplacé, ça c'est évident. Ok. Alors, je crois qu'on n'a pas beaucoup de questions par rapport au chat là. Je regarde, on va remercier Facebook User là qui était bien présent. Il y a les gens qui sont présents aussi. Monsieur Cheveux a dû aller gérer en urgence un hôpital là, qui se fait attaquer par un Ukrainien ou par un Russe. Tant pis, on fera ça ultérieurement avec lui. Et puis voilà. Est-ce que tu vois éventuellement des choses qu'on n'aurait pas abordées, des questions qu'on pourrait se poser mutuellement, éventuellement pour. Moi, je pense que ça fait quelle heure est là? On approche de 3 heures à peu près. On est à 57 minutes de live. Moi, je pense que c'est suffisant pour la capacité. Normalement, on dit qu'un cours, c'est 20 minutes d'attention maximale. Donc là, je pense qu'on a beaucoup parlé. Je pense que ça peut être difficile pour les gens de suivre. Moi, je préconise qu'on fasse justement une autre. Ça, c'est la vision d'introduction. Qu'on en fasse une autre un peu plus tard, dans les jours qui viennent. Hein. Parce que là, okay. il manque Jean-Christophe, c'est ça? Jean-Yves. Il manque Jean-Yves. Donc, c'est une partie importante. Maintenant, je pense que une heure pratiquement, je pense que ça me semble suffisant. Bon. Alors, on va dire aux gens qu'il y a un replay, bien évidemment. La vidéo va être en ligne. Et que donc le blog en question qu'on n'a pas forcément cité, mais on va le faire, qui est optimisation-entreprise.fr, mais qui sera dans le descriptif de cette vidéo-là. La vidéo va rester en ligne, elle sera consultable, hein, les gens pourront aller la voir. S'ils ont des questions, ils peuvent la poser. On est là, pour expliquer aux gens ce qui peut se passer, comment optimiser une PME et autres. On n'a pas parlé, mais il y a beaucoup de choses comme l'intéressement, comme l'annulation du temps de travail, qui peuvent avoir vraiment un intérêt à l'optimisation d'une structure actuellement, ne serait-ce que parce que l'intéressement est beaucoup moins taxé que la paye. Tout représentant d'une PME et d'entreprise sait que lorsque vous voulez donner 3 000 € à une ressource ou à un employé, il n'en a que 1 500. Donc, il se passe beaucoup de choses. Et si vous voulez monter la rémunération que vous lui donnez, l'intéressement est une solution qui peut avoir vraiment son intérêt, quoi. Son intérêt. Bon. Donc, optimiser la société, réussir à se préparer à ce qui va arriver, qui, à mon avis, va être, on va dire, il va falloir être bon. Je pense que durant les mois et les années qui viennent, il va vraiment falloir être bon. On n'arrête pas l'économie durant 2 ans sans conséquences. Je ne suis pas convaincu par les informations du gouvernement qui nous racontent que le taux de chômage est extrêmement bas et que l'économie va bien. Quand je regarde autour de moi, je n'ai pas forcément l'impression que ça se passe bien. La société et les sociétés de manière générale vont devoir se former, vont devoir se renforcer. Tous ceux à qui je parle sont dans ces logiques-là. Ils sont tous en train d'apprendre à devenir encore plus chefs d'orchestre, encore plus multitâches, que ce soit les responsables, que ce soit les cadres. Ils sont tous dans cette logique de aller vers l'autonomie, baisser leur dépendance, remettre en interne ce qui était délégué de manière physique, parce que quand on fait faire ces produits en Ukraine ou en Pologne ou en Chine, puis qu'ils n'arrivent pas après, on a quand même des gros problèmes. Donc, ils sont tous dans une logique où ils rapatrient leur production. Et ils sont tous en train d'externaliser tout ce qu'ils peuvent externaliser dans tout ce qui est intellectuel et dématérialisable. Je vois de moins en moins de sociétés de structure avec leur équipe comptable en interne. Ou alors, c'est vraiment des gens avec qui ils sont mariés depuis un certain temps. Ils deviennent multi-compétences. C'est, je pense,
l'évolution de la société, des sociétés et des entreprises dans les mois et les années qui viennent. Je suis d'accord. Ok. Bon, on attend vos commentaires. Pour faire remonter la vidéo dans l'algorithme, n'oubliez pas de dire, ça peut vous paraître bidon, mais si on ne dit pas aux gens de le faire, ils ne le font pas. Et oui, YouTube, pour faire monter les vidéos, prend en compte les likes que vous mettez, le nombre de commentaires que vous mettez. Et les commentaires, ne vous inquiétez pas, on les lit. Éventuellement, on y répond. Et si vous avez des questions, on vous y répondra, soit Claude ou moi, on répondra à vos questions. Et si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas, vous venez en direct, vous venez nous parler. Voilà. OK ? Claude, merci d'être revenu, parce que toi au moins tu es venu. Et puis à bientôt. Merci à toi. Salut.